Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui a l'air toute simple, mais qui est en fait assez surprenante. Une question qui nous emmène, au rayon des surgelés. Comment ça se fait qu'on trouve des glaces américaines en France et à l'inverse des glaces françaises en Amérique? Ça paraît bizarre, non? Eh bien la réponse, elle nous dit tout sur les nouvelles règles de l'économie mondiale. Regardons ça de plus près. D'un côté, on a l'américaine Ben & Jerry's, tout droit venue du Vermont, de l'autre, la française Carte d'Or, qui a vu le jour la même année, en 1978. On a donc deux pays, deux savoir-faire reconnus, et pourtant, les produits de l'une traversent l'Atlantique pour se retrouver dans les rayons de l'autre, et vice-versa. C'est quand même curieux, non ? Voilà, la question est là, toute simple. Si la France et les États-Unis sont tous les deux champions pour faire de la crème glacée, pourquoi est-ce qu'ils s'en achètent mutuellement? Ça n'a pas l'air très logique. Et c'est un vrai casse-tête qui vient bousculer un peu les vieilles théories économiques. Oui, parce que traditionnellement, l'idée c'était quoi? C'était que chaque pays se spécialise là où il est le meilleur et qu'il échange ce produit contre ce qu'il ne sait pas faire aussi bien. Le fameux exemple, c'est l'Angleterre qui fabrique du tissu, le Portugal qui fait du vin, ils échangent, et voilà, tout le monde est gagnant, simple, efficace. Sauf que ça ne colle pas du tout avec notre histoire de glace. Allez, on va creuser un peu ce paradoxe. Pour y voir plus clair, il faut juste accepter une chose. Les anciennes règles du jeu, elles ne suffisent plus pour comprendre le monde d'aujourd'hui. La clé, en fait, elle est ailleurs. Et là voilà, la première pièce du puzzle. Elle vient d'une idée assez simple. En économie, en tant que consommateur, on ne voit jamais deux produits comme étant parfaitement identiques, même s'ils sont dans la même catégorie. Autrement dit, une glace, ce n'est pas juste une glace. Le nom de ce concept, c'est la différenciation des produits. C'est tout simplement l'art pour une marque de faire en sorte que son produit se démarque des autres, qu'il soit perçu comme unique. Ça peut être par le goût, le packaging, la marque, l'image qu'elle dégage, bref, tout ce qui le rend spécial. Et c'est vraiment là que tout commence. Bon alors, comment ça marche concrètement, cette fameuse différenciation? Ce n'est pas une seule et unique stratégie, c'est plutôt comme une boîte à outils avec deux grandes approches. Voilà les deux grandes stratégies qui s'offrent aux entreprises. D'un côté, ce qu'on appelle la différenciation horizontale. Là, les produits sont de qualité comparable, mais ils se distinguent par la variété, la couleur, le style, le goût. De l'autre côté, on a la différenciation verticale. Et là, c'est la qualité elle-même qui n'est pas la même. On parle de fonctionnalités différentes, de réputation, de prestige. Donc, pour résumer, c'est simple. Horizontal, c'est une question de variété. On choisit selon ses préférences personnelles. Vertical, c'est une question de qualité. On choisit un niveau de gamme, de performance et bien sûr, un prix différent. Pour que tout ça soit bien concret, prenons un exemple que tout le monde connaît, le marché de l'automobile. On va voir comment ces deux stratégies s'appliquent sur la route, littéralement. Imaginez qu'on place 4 voitures sur un graphique. Sur l'axe horizontal, on va mettre la variété, donc des modèles qui sont plus ou moins concurrents directs. Et sur l'axe vertical, on va mettre la qualité, la montée en gamme. Si on reste sur l'axe horizontal, on peut prendre une Peugeot 208 et une Volkswagen Polo. Elles jouent dans la même cour, non? Qualité et prix similaires. Le choix entre les deux, c'est purement une affaire de goût, de design, peut-être de fidélité à la marque. C'est ça la différenciation par la variété. Maintenant, déplaçons-nous sur l'axe vertical. Comparons, disons, une Volkswagen et une Ferrari. Bon, ok, ce sont deux voitures, mais on est d'accord, la comparaison s'arrête un peu là. La différence de performance, de prestige et évidemment de prix, elle est juste énorme. Ça, c'est la différenciation par la qualité. Ok, donc on a une première grande explication. Notre envie de variété et de différents niveaux de qualité explique pourquoi des pays comme la France et les États-Unis s'échangent des voitures ou des glaces. Mais attention, il y a une deuxième raison, encore plus profonde, qui a littéralement redessiné la carte de l'industrie mondiale. Et cette fois, ça ne concerne pas le produit fini, mais la façon dont il est fabriqué. Et ce concept, ça s'appelle la fragmentation de la chaîne de valeur. Pour faire simple, imaginez une chaîne de montage classique, mais étendue au monde entier. Au lieu de tout fabriquer dans une seule usine, dans un seul pays, les entreprises découpent la production en plein de petites étapes. Et chaque étape est confiée au pays qui est le meilleur ou le moins cher pour la faire. C'est une vraie révolution silencieuse qui a tout changé. Un smartphone, par exemple, c'est l'exemple parfait d'un produit mondial. Quand on en tient un dans la main, on ne se rend pas compte, mais son écran vient de Corée du Sud. Sa technologie de caméra a des racines en Allemagne, et son système d'exploitation, lui, est américain. Chaque petit composant a sa propre histoire, sa propre nationalité en quelque sorte. Et ce n'est pas du tout un cas isolé. Si on prend la décomposition du coût d'un iPhone 7, c'est frappant. La valeur est complètement éclatée. Presque 30% pour les États-Unis, à peu près la même chose pour le Japon, 20% pour Taïwan. On voit bien que la fabrication n'est plus l'affaire d'un seul pays. C'est devenu une immense collaboration mondiale. Et la Chine dans tout ça?
le pays où le téléphone est physiquement assemblé, eh bien, sa part ne représente que 3,6% de la valeur totale du produit. C'est un chiffre vraiment minuscule qui tord le cou à pas mal d'idées reçues. Et ça, c'est vraiment le point crucial. Si l'assemblage final, l'étape Made in China, ne représente qu'une si petite part de la valeur, est-ce qu'on peut encore vraiment dire que l'iPhone est fabriqué en Chine ? C'est une question qui change complètement la donne, notamment sur la façon dont on calcule les déficits commerciaux ou même la puissance économique réelle d'un pays. Alors pour finir, mettons tout ça ensemble. On va synthétiser ces deux grandes idées pour voir à quoi ressemble la nouvelle carte du commerce mondial. Donc, pour résumer, le commerce aujourd'hui, ce n'est plus juste une histoire de vin contre du tissu. Il y a deux grands moteurs. D'un côté, il y a la demande. C'est notre recherche de variété et de différents niveaux de qualité qui pousse les pays à échanger. Et de l'autre côté, il y a l'offre. Ce sont les entreprises qui organisent leur production de manière globale, en allant chercher la meilleure compétence dans chaque pays, comme les pièces d'un immense puzzle. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une question pour la route. Quand on achète un smartphone, une voiture ou même une paire de baskets, on achète en fait un produit qui est un concentré du monde entier, un assemblage de pièces et d'idées qui viennent de partout. Alors dans ce monde-là, que veut encore vraiment dire l'étiquette Made in ? La réponse, on le voit bien, n'est plus du tout aussi simple qu'avant.